Avant de commencer, je tiens à préciser que les récits que je vais vous conter ici font partie de la seule et unique bibliothèque impériale. Certains ne sont ni plus ni moins que des légendes, voire des mythes, surtout en ce qui concerne ces hommes rats ou scavens, sornettes. Enfin, trêve de bavardage. Bienvenue dans Chronique du Vieux Monde. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si cela peut vous aider à imaginer mes propos. Nous allons ensemble entrer dans la bibliothèque impériale. Contrairement à l'Empire, la Bretonie est presque exclusivement peuplée d'humains. Les nains descendent des montagnes pour commercer, et les hauts elfes ont leur propre enclave à l'Anguille. Mais on peut voyager pendant des jours au cœur du pays sans en croiser un seul. Les halflings sont encore plus rares, ceux que l'on rencontre provenant de l'Empire. Bien que les Bretoniens soient très différents les uns des autres, comme tous les humains d'ailleurs, on retrouve chez la plupart d'entre eux un trait commun, quasi national. En effet, ils vivent dans et pour l'instant présent, ce dont ils tirent une fierté certaine. Cela ne veut pas dire que tous sont des hédonistes éhontés, faisant la fête nuit et jour, même si certains membres de la noblesse rentrent bien dans cette catégorie. En effet, cela signifie qu'aux yeux d'un bretonien, ce qui compte est ce que vous faites maintenant, pas pour ce que vous pourrez ou ne pourrez faire plus tard. Un cordonnier bretonien, consciencieux, peut très bien passer la nuit à s'assurer que la paire de chaussures qu'il fabrique est aussi parfaite que possible. Les actes des chevaliers bretoniens sont toujours choisis avec soin pour rester en accord avec l'honneur. Le paysan bretonien s'efforce de terminer ce qu'il a à faire pour la journée plutôt que d'accumuler les soucis pour le lendemain. Les Bretoniens ne se soucient pas des conséquences de leurs actes. Quand les retombées se présentent à eux, ils les gèrent dans le même esprit. Rares sont ceux qui perdent leur temps à se plaindre de l'injustice de l'existence. La plupart considèrent même avec dédain ceux qui prennent leurs dispositions pour affronter les années. Personne ne sait ce que l'avenir réserve. C'est pourquoi celui qui oublie de faire de son mieux aujourd'hui, afin de se préparer pour un lendemain qui peut ne jamais se présenter, ne cherche qu'un prétexte pour se défiler. Cela ne signifie aucunement que les Bretoniens ont l'habitude de dévorer toute leur récolte en espace d'un mois. Ils ne sont ni suicidaires, ni stupides. D'un autre côté, il peut leur arriver de manger plus que nécessaire lors d'une fête, et bien moins par la suite, les réserves en ayant pris un coup. Peu de Bretoniens sont cependant prêts à réduire leur consommation en prévision d'un festin imminent. D'une manière plus générale, on peut dire que les Bretoniens ne sont pas du genre à investir pour l'avenir. Les grandes demeures sont bâties pour être vues au plus vite, et non pour accroître la fortune de leurs propriétaires. De même, les réformes sociales ne sont pas très populaires car leurs bénéfices ne concernent que l'avenir et occultent ce qui est nécessaire de faire aujourd'hui. Le bretonien préfère nourrir la famille plutôt que de chercher à endiguer les causes de la famine une bonne fois pour toutes. Cette attitude est soumise à de vives critiques, notamment de la part des citoyens impériaux qui voient là une certaine arriération. Alors que les armées de l'Empire combattent au canon et à l'arquebuse, les Bretoniens sont restés aux chevaliers et aux trébuchets. De même, l'imprimerie a révolutionné l'Empire, alors que la plupart des livres sont toujours manuscrits en Bretonie. En revanche, on ne peut nier que le fruit du travail des artisans bretoniens est généralement supérieur à celui de l'Empire. Le forgeron bretonien, lui, vit pour concevoir les meilleures épées,
et non pour en tirer le plus d'argent possible. L'aventurier est souvent la parfaite illustration de l'esprit bretonien. C'est pourquoi la nation produit bien plus de bourlingueurs que ce que l'on pourrait croire. Il existe tout de même des exceptions, notamment chez les commerçants. En effet, nombreux sont les Bretoniens plus prévoyants que la moyenne qui se tournent vers le commerce, presque malgré eux, car il arrive souvent d'avoir des excédents à vendre quand d'autres n'ont plus rien. Ainsi, les commerçants et marchands sont généralement peu considérés des Bretoniens, mais ils sont également bien plus riches que beaucoup de leurs compatriotes. Bien que le bretonien se rapproche par certains côtés du Reichspiel, vous noterez au passage la pertinence de mon accent germanique, c'est un indice que les deux langues partagent un même héritage, aussi reculé soit-il, il s'agit de deux idiomes bien distincts. Bien sûr, les bretoniens ont emprunté quelques mots à leurs voisins impériaux, et réciproquement, mais leur langue a évolué d'une manière différente, ce qui rend délicate la communication entre les deux peuples. Il en résulte une certaine intolérance, et les gens parodient souvent la langue et l'accent des impériaux pour montrer leur mépris des marchands. Si la communication entre un locuteur du bretonien et un autre du Reichspiel reste généralement possible, il persiste un certain nombre d'obstacles, notamment deux. Tout d'abord, le vocabulaire bretonien de la table est bien plus riche que celui du Reichspiel, dont il se démarque vraiment, même pour désigner les mêmes aliments. Il existe un certain nombre de plats bretoniens qui n'ont même pas d'équivalent au Reichspiel. C'est ainsi que commander un repas devient une tâche difficile et qu'il est encore plus délicat de comprendre ce qu'on vous a servi. Certains voyageurs impériaux ont pour règle de ne jamais manger un plat ou un aliment que le chef n'est pas capable de nommer en Reichspiel. Mais parfois, ceci ne suffit même pas. Ensuite, dans la langue orale, les Bretoniens ont une forte tendance à employer le futur pour parler de ce qui a déjà eu lieu. Il s'agit là d'un registre plutôt négligé qui marque une éducation médiocre. Mais les membres de la noblesse n'y échappent pas quand ils sont entre amis. Les érudits s'efforcent de l'éviter, et écrire ainsi est perçu comme une marque d'ignorance. C'est ainsi qu'un Bretonien relatant un événement intervenu dans la veille pourrait dire « Eh bien, le palefrenier, il va dire au cheval de s'arrêter, mais le cheval il écoutera pas, et il défoncera le portail. Et après, devine quoi? La bonne elle va ouvrir la porte, juste à ce moment-là, et le cheval, bien sûr, lui foncera dessus. Ça lui cassera le bras en 3 endroits à la bonne, et elle ne retravaillera pas pendant 3 mois. Comment je vais faire ?» Bon, bien évidemment, les deux derniers emplois du futur se placent effectivement dans l'avenir, mais ils sonnent comme le reste de la phrase. Et il faut bien avouer que cette habitude peut laisser perplexes les étrangers de passage. La société bretonienne est divisée entre la noblesse et la paysannerie. Cette distinction fait partie intégrante de la loi, qui accorde des droits très différents aux deux classes. L'idée que les gens naissent égaux semble parfaitement ridicule pour la plupart des Bretoniens. Tout Bretonien naît dans une classe ou dans l'autre, et il est presque impossible d'en changer. Un aristocrate est une personne capable de prouver que ses ancêtres sur les 5 générations passées sont issus de la noblesse. Tous les noms et toute la généalogie des membres de l'aristocratie étant répertoriés dans le grand nobiliaire, cela revient à montrer que tous les ancêtres y figurent. Tous les autres sont des paysans. C'est ainsi, notamment, que l'enfant d'un noble et d'une paysanne est un manant. Un paysan ne pouvant hériter d'un fief, les propriétaires terriens n'en épousent jamais. Il existe tout de même 2 exceptions. Tout d'abord, les étrangers ne sont pas bretoniens, et ne sont donc ni des nobles, ni des paysans. Ceci s'applique également aux nains, aux elfes et aux elflings, qui évoluent dans le royaume. Ces personnes sont traitées avec le respect qui leur semble être dû, ce qui dans la pratique signifie qu'on les respecte à la mesure de leur tenue vestimentaire. Ensuite, les damoiselles du Graal sont totalement extérieures à ce système et jouissent du respect de chacun. Les relations entre les nobles et les paysans influencent le moindre aspect de la société bretonienne. Le rapport de base est cependant très simple.
Les paysans ne vivent que pour servir leur seigneur. Les nobles, de leur côté, sont censés les protéger et assurer la justice. Néanmoins, les seigneurs ont d'autres devoirs que de veiller sur leurs serfs, notamment envers leur propre seigneur, responsabilité qu'ils ont tendance à considérer comme plus importante. La quasi-totalité des aristocrates voient les paysans comme des individus inférieurs. Les exceptions sont extrêmement rares. En dehors de ce cadre, il est peu probable de rencontrer dans sa vie plus d'un bretonien exprimant de telles idées. Même dans ce cas, l'aristocratie en question ne considérera généralement comme égaux qu'une poignée de paysans. De nombreux serfs considèrent les nobles comme leurs supérieurs, mais les exceptions sont bien plus fréquentes dans ce sens. En effet, on trouve à travers tout le royaume des paysans qui voient les aristocrates comme des parasites de la société. Les nobles peuvent être privés de leurs terres par ordre du roi ou de la fée enchanteresse. Cela affecte alors tous leurs descendants. C'est pourquoi cette décision n'est jamais prise à la légère. Le roi et la fée enchanteresse peuvent également accorder le statut de noble à un paysan, mais dans ce cas, ils doivent le faire de concert. En théorie, la Dame du Lac peut conférer le statut qu'elle souhaite à qui elle veut, mais elle n'a jamais rien fait de la sorte. Dans toute l'histoire de Bretonie, seuls 3 paysans ont accédé à la noblesse. Les enfants d'un paysan anobli ne sont pas nobles eux-mêmes, car leurs grands-parents sont ou étaient eux-mêmes des paysans, du moins d'un côté. Ainsi, à moins que la descendance ait été elle-même anoblie conjointement par le roi et la fée enchanteresse, la lignée ne tardera pas à s'éteindre. Un anoblissement sur plusieurs générations ne s'est jamais présenté, et toutes les lignées d'aristocrates bretoniens remontent jusqu'à la fondation du royaume. Il n'existe aucune archive en retraçant l'époque qui précéda celle de Gilles l'Unificateur. On attend de tous les aristocrates de sexe masculin qu'ils deviennent chevaliers, ce qui est le plus souvent le cas. Les dames ne sont pas admises au sein de la chevalerie, et leur rôle se résume à tenir la demeure de leur époux et à faire partie des plus beaux meubles. La séparation entre les hommes et les femmes est l'autre grande division de la société bretonienne, les deux sexes étant loin d'être considérés comme égaux. Les hommes sont tenus de se montrer courtois envers les femmes en toutes circonstances. Manquer de respect envers une représentante du beau sexe est un manquement grave à l'étiquette, et les hommes qui s'en prennent violemment à une femme sont très sévèrement châtiés. Les hommes doivent se lever quand une femme pénètre dans la pièce et sont censés la laisser passer en premier, sauf pour monter un escalier, auquel cas l'homme passe devant. Les femmes sont servies en premier et les appartements les plus confortables leur reviennent. Bien entendu, ces exigences ne s'appliquent qu'au sein d'une même classe. Une aristocrate n'est pas censée montrer un tel degré de courtoisie à une paysanne, même si certains le font et en tirent une certaine considération, du moins tant qu'ils n'en profitent pas bassement. En revanche, les femmes ne sont pas autorisées à être propriétaires, à voyager sans escorte masculine ou à pratiquer la plupart des métiers. Malgré la parade de la courtoisie, ce sont les hommes qui tiennent les rênes. L'exception la plus flagrante à cette règle est illustrée par les demoiselles du Graal. La plupart des femmes s'accommodent de ces contraintes et un nombre significatif d'entre elles pensent même qu'elles sont justes. Mais d'autres décident de tenir une arme ou une échoppe. Pour cela, il leur faut se faire passer pour des hommes. Personne ne sait combien il existe de femmes ainsi déguisées par la Bretonie, mais rien qu'au sein de la noblesse, on sait que chaque année, au moins un chevalier mort sur le champ de bataille se révèle être une femme. Les aventurières et les commerçantes des pays étrangers risquent également de ne pas apprécier la manière dont elles sont traitées. Elles goûteront peut-être la courtoisie, mais verront vite que personne ne les prend au sérieux, partant du principe que ce sont les hommes du groupe qui mènent la barque. Certaines femmes, qui se rendent régulièrement en Bretonie, préfèrent passer pour des hommes afin d'éviter ces désagréments.
Faites